Bienvenue dans Agora, votre émission de débat citoyenne et participative. Nous sommes à Bastia. Au programme, la situation sociale tendue qui se manifeste en Corse et qui, ces derniers mois, a pris la couleur jaune, celle de ces fameux gilets qui ont envahi l'actualité. Sociale, la Corse au bord de l'implosion, c'est maintenant dans Agora. Et avant de rejoindre mes invités dans cet établissement de la place du marché, je vais, comme à l'accoutumée, distribuer des téléphones qui vont vous permettre de filmer nos échanges. Ce sont des images qui vont être utilisées au montage final de l'émission, car votre regard nous intéresse. Bonjour à tous les trois, merci de m'avoir rejoint autour de cette table. Voilà, on va donc parler de cette actualité sociale teintée de jaune, disais-je tout à l'heure. Alors Sylvie Marinacci, vous êtes venue avec le fameux gilet jaune d'ailleurs, hein. Vous êtes gilet jaune de Haute-Corse et on va dire aussi, on va préciser que vous participez au travail de la conférence sociale organisée par la collectivité de Corse. À titre personnel, est-ce que c'est justement cette cherté de la vie dont il est si souvent question sur l'île et la pression fiscale qui s'y exerce, est-ce que ce sont les éléments qui sont prioritaires dans votre mobilisation depuis plusieurs mois ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est grave quand même que la Corse soit une des régions les plus précaires avec un taux de chômage élevé. Donc ça nous touche énormément. On n'est peut-être pas tous touchés par ça, mais bon, je veux dire, par rapport à ces personnes qui vivent dans la difficulté, beaucoup de retraités aussi. Hein, vous en avez autour de vous ? Vous êtes concernés ? Pas forcément, mais bon, moi, ce qui m'a motivée, c'est qu'il y ait une insurrection du peuple. Donc c'est ce qui m'a fait sortir dans la rue, parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, une fois, ça pourrait peut-être changer la situation qui est, à mon avis, pas que nationale, qui est mondiale, déjà par rapport au climat, par rapport à tout ce qui se passe, quoi. C'est vraiment très, très vaste comme sujet. Antoine de Rossi, pour votre part, vous êtes chef d'entreprise hôtelier en Balagne et vous êtes administrateur du MEDEF de Haute-Corse. Madame Marinacci utilisait le terme d'insurrection, qui est un terme fort. Comment le chef d'entreprise que vous êtes, il appréhende la situation sociale actuelle, au niveau national, en Corse en particulier ? La situation sociale, elle s'est toujours dégradée au fil des années, hein, donc on la connaît, on a toujours été habitué à, malheureusement... Pour vous, rien de nouveau sous le soleil ? Rien de nouveau sous le soleil. Elle se dégrade régulièrement, continuellement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui... Et vous trouvez ça normal ? Enfin, je sens qu'il y a une espèce de fatalité là dans vos propos. C'est pas une espèce de fatalité. On essaie justement aujourd'hui, au travers des organisations syndicales, que ce soit le MEDEF ou les autres organisations salariales, d'essayer de trouver des solutions. Mais on a une pression fiscale aujourd'hui en France qui est trop élevée, qui plombe les entreprises et qui empêche les entreprises d'évoluer, d'embaucher, d'augmenter les salaires, c'est tout. Hein. Jean Brignol, et pour votre part, vous êtes le secrétaire général, 3e mandat, je crois, du syndicat des travailleurs corses. Alors le responsable syndical que vous êtes, est-ce qu'il a été surpris par l'émergence d'abord du mouvement des Gilets jaunes et la façon dont il a fait écho en Corse ? Mais je crois que tout le monde a été surpris, la population entière, mais nous on le vit tous les jours, ce que vivent les Gilets jaunes et qui l'ont démontré. J'ai toujours dit qu'il y avait un respect à avoir pour les gens qui se révoltaient. Moi en tant que syndicaliste, je me révolte depuis plus de 30 ans. Et je sais que c'est difficile. Après, c'est vrai que la façon de le faire, de se mobiliser et de retrouver des gens qui ont jusqu'à présent pas d'intérêt commun, mais qui le trouvent parce que la situation l'oblige, mais je crois que c'est salutaire. C'est bien de donner un coup de pied dans la fourmilière. Et en tant que responsable syndical, je l'ai dit, puisque je participe avec madame au groupe de travail sur la conférence sociale. On y viendra d'ailleurs. Et on y a participé, je dirais, de façon permanente, pour essayer de se dire que s'il y a une possibilité de faire quelque chose, il ne faut pas la louper. Alors, en revanche, en termes de mobilisation, celle à laquelle on a assisté en Corse, vous avez eu un niveau de mobilisation qui était celui que vous espériez. On n'a pas l'impression que la Corse ait forcément été la région où il y a eu la mobilisation la plus forte au niveau des Gilets jaunes. Comment vous l'avez vécu, vous, vous savez, niveau des Gilets jaunes ? J'ai fait des petits calculs, et moi j'aime... Ouais. En ce moment, chiffre compteur Gilets jaunes, il y a entre 100 et 130 000 personnes dans la rue le samedi, ce qui représente 0,2% de la population adulte. C'est pas énorme non plus. Bon, oui, c'est sûr que sortir quand on se fait massacrer par les forces de l'ordre, c'est pas évident non plus. Encore, s'il y avait plus de monde au départ, et puis après, il y a eu des scissions. Voilà, parce que bon, la Corse, elle a une histoire, et bon, il y a les nationalistes, il y a bon, voilà. Donc c'est un peu plus compliqué, je dirais.
On est en train d'essayer de se structurer et puis de faire des convergences de lutte, que ce soit avec les syndicats ou avec les nationalistes. Convergence de lutte. La convergence de lutte, ça peut être naturel. Je crois qu'à un certain moment, lorsqu'on participe à des structures de réflexion, c'est des convergences de lutte. Après, lorsqu'il y a, et malheureusement, nous, on est confrontés à des conflits sociaux. Et depuis l'apparition des Gilets jaunes, on en a vécu quelques-uns en Corse. C'est bien par rapport à la situation sociétale. Puis il y a des gens qui revendiquent parce qu'aujourd'hui, ils n'y trouvent pas leur compte, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc après, une revendication qui se base là-dessus, à un certain moment, il peut y avoir une convergence. Mais comme je dis toujours, la mobilisation, elle ne se décrète pas, elle se construit. Pour vous, le responsable syndical, il y a quelques éléments là qui ont fait que la mobilisation, elle n'est pas redescendue au niveau des Gilets jaunes. Là, l'alchimie, elle semble peut pas avoir redescendre pris... parce qu'aujourd'hui, la réponse qui a été donnée par le gouvernement, c'est une non-réponse. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une revendication, on crée, comme avait dit Clémenceau, pour enterrer un problème, on crée une commission. Mais là, on a créé un grand débat. Ce grand débat, on veut savoir pertinemment qu'il va déboucher sur la volonté des politiques en place de faire leur politique autrement. On a peut-être fait un écran de fumée avec la prime d'activité, puisque d'abord on l'a présenté comme une augmentation du SMIC, et puis c'était en vérité une prime d'activité. Là, on a vu qu'il y a eu quand même un réflexe des gens, puisqu'il y avait très peu de gens qui la demandaient, qui aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes qui l'ont demandé. Ça a eu cet effet salutaire, mais simplement celui-là. Parce que celui qui est un peu plus haut au niveau du SMIC, il a droit à rien. Celui qui est un peu en dessous, il a droit à rien. Aujourd'hui, on est dans une situation où, depuis le début des Gilets jaunes, l'électricité a augmenté, le gaz a augmenté, tout ce qui est annexe dans la vie des gens a augmenté. À côté de ça, on dit non, mais on a préparé des mesures. Aujourd'hui, on n'a rien préparé. On est aujourd'hui pour enfumer les gens dans ce grand débat. On va le voir à partir du mois d'avril que la volonté politique de ce gouvernement, elle est toujours là. Elle va peut-être prendre d'autres formes pour essayer de faire passer la pilule. Très très bien. Alors, on va aller peut-être déjà, après ces premiers éléments échangés, voir peut-être si dans le public il y a déjà des premières réactions. Je vois que vous êtes venu très 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 accompagné, Madame Marinacci. Il y a beaucoup de zones sur cette terrasse. Est-ce que vous voulez peut-être préciser quelque chose, messieurs, madame? Alors, n'hésitez pas à vous présenter. Voilà, alors Gérard Rossucci, retraité. Alors, je fais partie du mouvement des Gilets jaunes parce que, je suis retraité. J'ai vu mon pouvoir d'achat baisser depuis 2010 que je suis en retraite. Et je me demande jusqu'où ça va aller parce que c'est pour ça que j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes. Et au cours de nos tractages, lorsqu'on est allé dans des endroits comme Ghisonaccia, Leria, tout ça, on est allé déposer nos tracts pour le RIC. On a eu contact avec des gens qui étaient vraiment dans la misère et des gens qui n'osent pas le dire. Il faut vraiment aller discuter avec eux pour qu'ils arrivent à faire ressortir ce qu'ils ont au fond d'eux. Parce que, d'une part, le Corse est fier, il veut pas dire qu'il est dans la misère, mais vraiment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère. Merci pour ce témoignage. Antoine Rossi, vous le chef d'entreprise, quand vous entendez justement ce type de témoignage et autour de la misère qui existe en Corse, qu'est-ce que ça vous évoque? Mais la misère, elle n'existe pas parce que je coûtais que chez les salariés. Hein. Vous savez, aujourd'hui, en Haute-Corse, il y a 8000 artisans et commerçants TPE. La moitié, c'est des auto-entrepreneurs. Je suis sûr qu'ils ne sont pas mieux lotis que le salarié. Hein. Ils aussi sont dans la précarité et dans le besoin. On est tout à fait conscient. Oui, tout à fait. Parce que, alors justement, Jean Brignol, il faisait référence. C'est vrai que le gouvernement est forcément assez rapidement montré du doigt, même immédiatement. Mais on voit aussi que dans le mouvement des Gilets jaunes, il peut y avoir aussi une interpellation des patrons. On interpelle les patrons. Est-ce qu'ils font ce qu'ils devraient bien faire? Est-ce que vous, à travers tout ce que vous avez entendu ces derniers mois, vous ne sentez pas, et même avec vos camarades du MEDEF, avec vos collègues du MEDEF, vous ne vous sentez pas un peu au banc des accusés? Oui, mais de toute façon, déjà, à partir du moment où vous avez la casquette MEDEF, vous êtes déjà catalogué 440. Hein. Donc, le MEDEF, aujourd'hui, c'est 90% de petites entreprises, TPE, PME. Hein. Donc, moins de 50 employés et TPE, moins de 11. Hein. Donc, non. Après, je veux dire, on adhère au MEDEF de façon à avoir plus d'informations, être, comme on en parlait tout à l'heure avec M. Brignol,
avoir l'information, parce qu'aujourd'hui, dans le maquis de la fiscalité et de la loi du travail, mais malheureusement, on a besoin d'informations, donc on y est dedans. Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens qui sont en demande de pouvoir d'achat? Déjà, c'est d'avoir une pression fiscale qui est moins importante, de façon à ce que les entreprises puissent se répondre. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, elle est là. C'est qu'on a les entreprises aujourd'hui, on est le pays d'Europe le plus taxé, où il y a le plus de taxes sur les entreprises. Après, il y a des avancées à faire. Je crois qu'elles sont à faire de toutes parts. J'entends Jean Brignol soupirer. Est-ce qu'effectivement, tout se résume à une pression fiscale peut-être moins forte sur les entreprises? Elle peut exister, la pression fiscale. Et nous disons depuis toujours que si on allège la pression fiscale, il faut que le salarié qui travaille dans l'entreprise ait tout de suite, immédiatement, un gain. Aujourd'hui, on dit aux gens qu'il faut des allègements, mais il n'y a rien en contrepartie. Et aujourd'hui, mais ce n'est pas de maintenant. Nous, on le dit parce qu'on est aussi confronté à la réalité des TPE, des PME. C'est que du dialogue social des fois en Corse, c'est difficile à faire. C'est difficile à instaurer des normes de discussion, y compris avec les organisations patronales. Même si on peut être en bon terme, à un certain moment, on s'aperçoit que ce qui est dit autour d'une table avec des gens qui ont peut-être la volonté de faire, lorsqu'on demande la déclinaison sur le terrain, c'est-à-dire pour les ressortissants adhérents au MEDEF, à la CPME ou à l'UDP, il n'y a rien en rendez-vous. Je vous prends un exemple. On a signé tous ensemble l'indemnité trajet. On est véritablement, quand on parle des carburants, indemnité trajet région Corse, 2009. Moi, j'aimerais qu'on fasse une étude, et je l'ai demandé, y compris à la préfecture, de savoir quelles sont les entreprises, et à la directe, quelles sont les entreprises qui les payent. C'est 200 € par an, non chargés. Il y a des entreprises qui disent, moi, je ne suis pas au MEDEF, moi, je ne suis pas à la CPME, moi, je ne suis pas à l'UDP, donc je ne le paye pas. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Hein. Ça participe aussi à une image concrètement, de chef d'entreprise. Quand on a, en France, un accord signé par le MEDEF ou la CPME, il devient loi. Lorsqu'on a la même chose signée en Corse, il ne devient pas loi. Et à un certain moment, c'est peut-être ça à faire entrer dans la tête des entrepreneurs. Parce qu'il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie et qui pour autant ne respectent pas les lois sociales. Parce que syndicalement, il y a des gens qui sont respectueux. Mais il y a aussi beaucoup de gens, très souvent, et dans le tourisme auquel appartient M. Ross, on voit souvent, je mettrais ça entre guillemets, des négriers. Antoine Rossi, pardon, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais il a tout à fait raison dans ce sens-là. Mais malheureusement, le MEDEF ne détient pas le monopole des entreprises et des chefs d'entreprise en France, en Corse, encore moins en Corse, je veux dire, puisqu'on ne représente aujourd'hui que 750 entreprises sur les 4000. Donc, bon, après, je veux dire, malheureusement, on n'a pas la possibilité de venir et d'aller faire le contrôle des entreprises ou de forcer les entrepreneurs. Ils sont libres de Sylvie Marinacci, alors vous sembliez assez d'accord tout à l'heure quand M. Ross faisait référence effectivement à ces petits patrons. Oui, moi je ne suis pas économiste, mais je me dis que peut-être que justement s'il y avait des lois, moins de charges, peut-être qu'on pourrait relancer l'économie. Si on a plus de pouvoir d'achat et qu'ils pourraient peut-être embaucher, etc. Il y a des choses, c'est pas mon rayon, mais tout simplement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout le monde. Chaque fois qu'il doit y avoir un allègement de charges, il doit y avoir une contrepartie sociale. Mais directe, pas dire on met ça au pot et on verra après comment on le distribue. Alors là, je vous trouve tout à fait en adéquation, c'est tout à fait normal. On parlait tout à l'heure de convergence. Moi, j'ai quand même la sensation que le STC est resté assez attentiste ces derniers mois par rapport à la mobilisation des Gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont essayé, il y a d'autres organisations qui ont essayé de prendre le train en marche. Oui. Moi, je suis parti du principe, et nous sommes partis du principe, que nous respectons tout le monde. Et à partir du moment, j'ai entendu, et c'est peut-être pas le cas en Corse, mais j'ai entendu aussi une certaine réticence, et en Corse, en particulier dans une micro-région, de ne pas voir d'organisation syndicale, parce qu'il y a des gens de chez nous qui sont allés au contact. Après, lorsqu'on y va... Qui ont été repoussés. Pas repoussés. À un certain moment, la peur de la récupération, on connaît ça. Parce que très souvent, quand on fait quelque chose, il y a beaucoup de gens qui s'agglutinent derrière pour essayer de récupérer. Lorsqu'on va là où il y a des politiques, on voit des politiques qui viennent essayer de récupérer. Nous, on a été... Pour autant, notre activité n'a pas diminué. Malheureusement, depuis le début des Gilets jaunes, il y a de plus en plus de gens qui viennent. Pourquoi vous n'étiez pas le 5 février à la manifestation quand nous avons fait la convergence des luttes avec la CGT? Alors, concrètement, d'abord, la CGT a décidé elle-même, de son côté, de faire une manifestation nationale. D'accord. Elle a dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Oui.
Et on l'avait dit lorsqu'on s'était On a l'impression rencontrés en qu'on tombe dans amont. les histoires de chapelles syndicales. Non, c'est pas une chapelle syndicale, parce qu'à un certain moment, lorsque la lutte elle nécessite la convergence, y compris d'organisations syndicales, on est présent. Maintenant, on ne va pas nous dire, on a décidé, parce que le 5 février a été décidé au mois de janvier, début janvier. Le 5 février, il y aura une mobilisation. Il y aura une mobilisation décidée, peut-être pour se faire plaisir, à un certain moment. On parle de gens, voilà, il y a tous les témoignages qu'on a tous entendus. Est-ce qu'à un moment donné, ça vaut pas le coup, vous allez peut-être me trouver un peu naïf, mais de laisser de côté ce type d'arguments et de tendre tous dans le même sens? Vous imaginez bien qu'on laisse de côté et qu'à un certain moment, on essaie de trouver. Après, quand en plein milieu, on vous dit, pour nous, ça sera comme ça, est-ce que vous pouvez vous coller à ça? C'est pas d'égal à égal. Et puis, c'est pas constructif, parce que demain, si on veut construire quelque chose, il faut le construire ensemble, pas à pas. Et alors, c'est vrai qu'après, quand on est dans la demande, on veut que ça réponde rapidement. Nous, on a une vision qui dit que, et je l'ai dit tout à l'heure, la mobilisation ne se décrète pas, elle se construit. Il y a des gens dans les Gilets jaunes qui ont dit pendant des mois et des mois, il faudrait faire ci, il faudrait faire là. Et après, il y a eu une convergence de gens qui ne s'étaient jamais vus et qui pouvaient croire que le 17 novembre dernier, il y allait avoir sur tout le territoire français des gens qui allaient mettre un gilet jaune et se mobiliser. Oui, tout à fait. Alors, je vous propose une petite vidéo qu'on a faite avec le directeur régional de l'INSEE en Corse, s'appelle Olivier Laine. Et vous allez retrouver quelques éléments qu'on a déjà évoqués sur la situation si spécifique de la Corse et qui expliquent un certain nombre de choses liées à la mobilisation. Bonjour, je vais vous parler du taux de pauvreté en Corse. Le taux de pauvreté de 19,8% en Corse, c'est la région où le taux de pauvreté est le plus élevé. Ça veut dire que 19,8% des personnes vivent dans un ménage où le revenu par unité de consommation est inférieur à 1015 euros. 1015 euros, c'est 150 euros de moins que le SMIC. Cette pauvreté, elle est diffuse, elle est dans tout le territoire et elle concerne aussi bien les jeunes populations que les personnes plus âgées, comme les familles aussi monoparentales. Enfin, c'est la région où les écarts interdéciles, c'est-à-dire les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, est un des plus élevés. Le revenu entre les deux est multiplié par 3,7. Monsieur Rossi, quand on entend ces chiffres, effectivement, ces écarts qui sont très importants chez nous entre les plus riches, les plus pauvres, ça doit aussi quand même vous interpeller, vous le petit patron. Oui. On est sur une politique libérale, malheureusement, je veux dire, une politique commerciale libérale. On ne peut pas empêcher des patrons, je veux dire, de faire plus de business que d'autres. En fait. Et c'est ce que... Voilà. À quoi s'attaquent les Gilets jaunes? C'est un vaste programme. Alors on voit qu'au niveau des chiffres qui sont mis en avant, il y a la question de la cherté de la vie, de la différence vis-à-vis notamment du continent. Il y a notamment le carburant. Le carburant, c'est un des éléments assez central. Alors moi, je vais aller me promener dans le public parce que je me demande un petit peu si peut-être de ce côté ou de celui-là, monsieur a l'air d'avoir un air très entendu dès lors qu'il est question de carburant. Vous présentez, vous nous dites un mot? Sur les carburants par exemple, ou sur ce que vous voulez. Bonjour, moi je m'appelle Samuel Jacob, j'étais aux ateliers suite à la conférence sociale par rapport au carburant. Alors, de façon très synthétique, la discussion elle a été très très difficile. Et ça rappelle un peu ce qui s'est passé à La Réunion ou dans les Caraïbes, dans les Antilles. C'est-à-dire que les pétroliers se cachent derrière les stations-service, si on veut, le réseau local, et pour échapper un peu à leur responsabilité dans la cherté du prix. Et le réseau local des stations a parfaitement joué ce rôle-là. Discussion difficile, malgré tout, la discussion, elle a été. Voilà, moi je trouve ça c'est quelque chose de très positif. Si je devais retenir quelque chose, ce serait surtout ça, c'est-à-dire sur la forme. Ça a permis, pour l'instant ça reste formel, mais de désinstitutionnaliser un petit peu la chose et de remettre le citoyen dans la boucle. Dans la boucle, voilà, exactement, où le citoyen il est consulté et il participe aux décisions qui le concernent. C'est aussi un peu ça, les revendications des Gilets jaunes. Voilà. Merci beaucoup. Alors on voit que les discussions sont vraisemblablement compliquées, mais certains citoyens, c'est le cas de monsieur, se sentent de retour dans une certaine boucle. C'est votre avis aujourd'hui? Parce que vous-même, vous avez participé aux travaux de cette... C'est la demande des Gilets jaunes, une démocratie participative, où le peuple puisse retrouver sa souveraineté.
Donc avec Vous avez eu des difficultés, vous aussi, à faire valoir vos arguments? Ah, nous, on a eu de la chance parce que on a eu la grande distribution qui a bien voulu faire un accord, ce qui n'est pas le cas pour le carburant. Donc, on a obtenu 230 produits de première nécessité qui vont être à moins 25% moins chers que le prix médian du continent. Ça, c'est quand même une sacrée avancée, non? On gratte quelques miettes, oui. Ouais. Mais bon, c'est bien, parce que il y a des gens qui sont vraiment dans la précarité et qui vont bénéficier, comme là, on vient d'avoir un communiqué de presse de tous les casinos de Corse qui vont faire un rayon avec des produits Leader Price. Ce sont toutes les enseignes, là, quand même, qui... Casino, Auchan et Leclerc. Voilà, pour le moment, enfin, j'espère que tout va être signé. Vous avez eu la sensation d'avoir des difficultés quand même à... Un petit peu de communication au départ, et puis après, quand on est parti sur un projet concret, ça a été beaucoup plus facile, et ce qui n'a pas été du tout le cas des carburants. Bon, parce qu'on se retrouve justement dans cette liberté de marché. Donc, on a une société, Ruby, qui s'occupe du transport, du stockage, qui a racheté, qui a en plus le monopole, a fait 245% de bénéfices en 7 ans, qui bien sûr sont redistribués aux actionnaires en dividendes. Donc bon, après, voilà, c'est dans ce monde-là qu'on vit. Alors Jean Brignol, puisque vous aussi vous participez aux travaux de cette conférence sociale, vous avez la sensation quand même qu'il y a un dialogue qui a réussi réellement à se mettre en place. C'est peut-être plus facile d'avancer dans ce cadre-là que dans certaines négociations que vous avez menées par le passé. Je dirais qu'à certains moments, je crois que les représentants de la grande distribution qui étaient présents, ils se sentaient un peu obligés de faire un geste. Parce que les connaissant autrement, j'ai l'habitude de les côtoyer et non pas d'être dans la relation apaisée. Je crois qu'au bout de tous ces groupes de travail, ils ont bien été obligés d'accepter de façon commune à ce que cette proposition soit mise en œuvre. Après, pour revenir sur le prix des carburants... Petite victoire des Gilets... Enfin, petite ou grande victoire des Gilets jaunes. Petite victoire de la mobilisation et des gens qui étaient autour de la table pour essayer de faire valoir les choses, puisque ces groupes de travail qui n'ont pas été très couverts par la presse, je dirais, je l'ai fait remarquer, qui était un travail de fond qui a été mené, on n'a pas été beaucoup... Qui était en visioconférence entre Ayache, Portivier, Tucorte et Bastir, ont permis à des dizaines de personnes de pouvoir intervenir. On n'était pas particulièrement invités à y participer. Non, mais je crois que la presse n'a pas voulu. On les a informés et à aucun moment ils sont venus au contact pour savoir où ça en était, même en amont ou en aval. Et je voulais revenir sur le prix des carburants. Nous, la première fois qu'on est arrivé à la conférence sociale, on a dit, il y a un exemple qui se fait dans les DOM sur la réglementation des carburants. C'est TVA 0, TGAP, c'est-à-dire l'absence de biocarburants 0, et réglementation par un arrêté préfectoral. Aujourd'hui, la Corse, elle a une situation fiscale, elle a un statut particulier, mais elle est dans le droit commun. Aujourd'hui, ce qui a été voté à l'Assemblée de Corse, suite au groupe de travail, c'est de demander à ce que la TVA tombe à 2,1. Mais le fait de faire tomber la TVA à 2,1, de faire disparaître la TGAP qui est quand même de 7%, ne va pas empêcher des grands groupes, comme disait Madame, de faire des bénéfices, de faire des profits. Aujourd'hui, il faut qu'on regarde. Aujourd'hui, il y a 3 groupes qui desservent la Corse en essence. Vito, le groupe Ruby, Esso et Total. Aujourd'hui, quand on demande à combien on achète l'essence à Fos, parce qu'on est obligé d'acheter à Fos, à Fos-sur-Mer, et bien là, c'est une certaine opacité, parce qu'on nous dit que c'est de l'ordre du secret commercial. Et ça, c'est pas acceptable. De réussir à avancer, et ça, c'est pas acceptable. Ouais. Parce qu'après, on laisse porter la seule responsabilité sur le détaillant. Il faut savoir qu'en Corse, il y a plus de 130 stations-service disséminées sur le territoire, et que si demain, on mettait à mal ce maillage territorial, on mettrait à mal encore plus les gens qui sont dans le rural, parce qu'il faudrait qu'ils fassent des dizaines de kilomètres pour aller faire l'essence. Et c'est souvent ces gens-là qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler ou pour aller faire des courses ou pour aller voir le médecin et autres. Concrètement, il y a besoin d'une réglementation, parce que si on est sur la loi du marché, on aura toujours une essence très chère. Si on réglemente, d'abord, en Guadeloupe, aujourd'hui, le gasoil, c'est 1,25. L'essence, c'est 1,33. Antoine Rossi, je vous voyais assez d'accord avec ce que disait monsieur Brignol. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est un peu l'ambiance, alors peut-être au-delà du MEDEF, parmi les chefs d'entreprise. Jean Brignol il disait, notamment dans le domaine de la grande distribution, est-ce que les patrons avaient vraiment le choix? Est-ce qu'en ce moment, finalement, les chefs d'entreprise, en tout cas dans certains domaines, se font un peu tordre le bras quand même?
Tordre le bras, toujours. C'est toujours fait tordre le bras. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, on s'est toujours fait... On a un chef d'entreprise très fataliste. Moi, Non, pas fataliste. Je veux dire, depuis tout le temps, on a toujours eu, avec les syndicats, je veux dire, dans les organisations, dans les réunions paritaires, on a toujours eu... C'est le rôle, hein, en fait, en plus. Hein. Après, je veux dire, aujourd'hui, pour en venir au prix de l'essence, effectivement, bon, le groupe Ruby, pour parler du groupe Ruby, s'il est assez opaque sur ou à moins qu'il gère bien son entreprise fait d'énormes bénéfices. Mais si on réimpute, ce que je disais tout à l'heure avec M. Brignol, si on réimpute aujourd'hui les dividendes qui sont faits sur le litrage qui est fait en Corse, c'est 1 centime d'augmentation. Je veux dire, c'est pas là-dessus qu'il faut... En tout cas, j'imagine qu'en tant que petit patron, puis tous les artisans de l'île, si les choses avançaient au niveau des carburants, ce serait accueilli avec énormément de plaisir, comme tout le monde. Hein. Aujourd'hui, je pense que c'est surtout sur les taxes qu'il faut jouer. Hein. Je veux dire, si on baisse les taxes... on peut gagner 8 centimes. Hein. Aujourd'hui, le delta est de 8 centimes. Hein. Très bien. Sylvie Marinacci, alors tout à l'heure, vous parliez de démocratie participative. Et je vous interpellais un peu plus tôt sur le fait que désormais, quand même, il y a une consonance très politique aussi dans le message porté par les Gilets jaunes. Il y a ce fameux référendum d'initiative populaire. D'ailleurs, il est là. Le RIC, là, il est inscrit sur votre gilet jaune. Donc, au-delà des doléances qui portent, on en a beaucoup parlé sur les éléments de la vie de tous les jours, est-ce que vous faites partie donc de ceux qui réclament aujourd'hui une refonte complète de notre démocratie ? Comment avancer? Puisque de toute façon, on va demander au niveau des taxes, au niveau de la CSG, au niveau de remettre l'ISF, enfin on peut demander des revendications. Il y avait à un moment donné 42. Et donc à un moment donné, on s'aperçoit, mais non, le plus important, ça serait justement qu'on retrouve la souveraineté un petit peu du peuple et qu'il puisse justement avoir à faire avec un référendum d'initiative bien encadré. Bon, nous sommes en train, bien sûr, de travailler, d'élaborer et d'avancer tout doucement là-dessus. Alors, RIC ou pas, Jean Brignol, en tout cas, j'imagine aujourd'hui, que... quand on fait parler le peuple, à certains moments, on a fait des référendums. On a eu des référendums sur l'Europe qui ont donné un résultat et on est passé au-dessus. Ouais. Donc, à un certain moment, s'il y avait demain un référendum d'initiative citoyenne, il faudrait qu'il soit bien encadré pour que ceux qui seraient votés soient respectés. Parce qu'on l'a vu avec Maastricht, il y a eu un non, et on a fait oui. Tout à fait. Petite question subsidiaire, parce qu'on sait que dans le combat du STC, un élément central, c'est notamment la corcisation des emplois. Je pense que c'est toujours autant le cas. Simplement, est-ce que le climat social du moment fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez toujours autant en mesure d'appuyer sur ce levier-là? Alors concrètement, et je le dis et je le redis, pour nous, ça ne change pas. Rien ne change. C'est un éternel recommencement. Et quand on revendique la corcisation des emplois, ce n'est pas pour exclure des gens. C'est qu'aujourd'hui, lorsque on parle de la grande distribution, il y a eu l'implantation de secteurs de grande distribution sur la région d'Ajaccio. Est-ce que pour autant, on a vu un fléchissement du chômage dans cette micro-région? Non. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a peut-être demandé à d'autres personnes de venir, avec peut-être des conditions sociales acceptées par ces personnes qui ne sont pas celles que nous revendiquons. Et ça, malheureusement, ça existe. Concrètement, il y a des domaines où on pourrait avoir une initiative et de se dire, est-ce qu'on participe, le monde économique participe à l'émancipation des gens par la formation, par l'accompagnement? Aujourd'hui, malheureusement, on voit que très souvent, ce n'est pas le cas. Allez, pour terminer, alors Antoine Rossi, est-ce que vous pensez que la séquence-là, qui s'est ouverte il y a de ça plusieurs mois, elle peut amener le patronat insulaire à se repositionner sur un certain nombre de sujets, dont ceux que vient d'évoquer M. Brignol? De toute façon, on est ouvert à ce sujet-là. Hein. On est ouvert, on est prêt à discuter. Et comme on disait avec M. Brignol tout à l'heure, effectivement, on a besoin de se rencontrer aujourd'hui, d'avancer de ce sujet-là. Mais je vais vous donner un exemple au niveau de l'emploi local, l'emploi de la conciliation des emplois. J'ai effectué il y a 15 jours un entretien avec les services de l'emploi, donc pour le recrutement. Donc sur la Balagne, il y a 150 demandes d'emploi sur un bassin de 450 personnes en demande d'emploi. On a réceptionné le jour sur 15 demandes, 15 personnes qui devaient venir se présenter à l'NPE, il y en a 3 qui sont venus.
Eh oui. Et là, c'est là qu'on voit que le problème, il est évidemment loin d'être facile à régler. On a esquissé quelques pistes, on a évoqué cette situation sociale. Il serait sans doute nécessaire de poursuivre. Et pour notre part, il est déjà temps de nous quitter. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Agora. Merci de votre participation. Et je ne saurais jamais trop vous conseiller, contre les idées reçues, de privilégier toujours le débat.